Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à Saint-Pétersbourg. Bienvenue aussi à l'Iryu, le porte-avions de rang 7 de l'arme technologique, porte-avions japonais. Et d'ailleurs, c'est le porte-avions de rang 7 dont on va parler, puisqu'on va voir les deux adversaires de l'arme technologique, l'Iryu contre le Ranger. On va les voir les uns contre les autres, mais on va surtout le voir, comment dirais-je, l'un après l'autre, puisqu'on verra d'abord un Iryu en action. On verra à quel point il est difficile de le jouer. Et on verra ensuite un Ranger, son grand rival de l'arme technologique, et on verra que c'est pas si facile de jouer un Ranger, malgré l'impression qu'on a que le Ranger est supérieur à l'Iryu. On aura effectivement donc les deux porte-avions, et on pourra juger. Je tire votre attention, avant de démarrer pour la première bataille, je vous invite à regarder le nombre de chasseurs, de bombardiers et de torpilleurs que les deux porte-avions ont à leur disposition, pour voir et mesurer les difficultés les difficultés du jeu de l'un et de l'autre. Allez, on ne perd pas de plus de temps, c'est parti en Iryu. A tout de suite en bataille. Et on est parti. Alors, nous sommes sur la carte ligne de faille, côté sud, avec l'Iryu de Polon. Donc l'Iryu, le porte-avions de rang 7. Il est en division avec un Lion, celui de Falco, et un Gneisenau, celui de Tristan, deux membres du même clan. Et bon, bah voilà, quoi, il s'en va. Et il s'en va plutôt vers l'ouest. Je pense qu'il a... Les deux cuirassés lui ont indiqué qu'ils allaient partir aussi vers l'ouest. On est en mode capture de base. Donc il est essentiel que l'équipe verte en tout cas, équilibre bien sa présence à droite et à gauche. Il y a la fameuse passe des DD qui est... On peut aussi appeler la passe de porte-avions, parce que très souvent, enfin 2 fois sur 10, le porte-avions, il y a un porte-avions qui passe par là, en espérant effectivement canarder des navires coincés dans cette passe. La passe en question, je vous la montre, hein, c'est la colonne 9-10. Un navire qu'il a, un porte-avions peut le torpiller sans qu'il soit facile pour ce navire d'évoluer pour éviter les torpilles. Donc Polon, pour l'instant, je lui laisse la main. Vous voyez, il surveille le chasseur qui est tout en haut. On regarde sur la minimap, il est tout en haut. Il a envoyé ses avions. Il les a envoyés, lui, plus au sud. Alors, on va se mettre au-dessus. Voilà. Et lui, il est parti à l'ouest, mais il a envoyé ses torpilleurs à l'est. Il a envoyé aussi ses chasseurs qui ont réussi un premier strafe, apparemment, qui est passé un peu inaperçu. Et il envoie ses... Vous voyez, vers la force de frappe du porte-avions ennemi, avec l'évidente intention de dégommer quelqu'un, n'importe qui. Voilà, strap, vous voyez, de préférence. Et voilà, une escadre complète de torpilleurs vient de se faire détruire. 8 avions au total, 12 avions au total. Et c'est reparti, allez hop. Et pendant ce temps, l'autre chasseur, il fait son boulot lui aussi. Et en prime, ils ont spoté le Sims. Il vient de détruire 18 chasseurs alors que la bataille vient de commencer depuis 3 minutes. Ça... On regarde le Guide qui s'est fait torpiller par le Fubuki. Non. Il a ramené... Alors c'est intéressant parce qu'il a envoyé ses chasseurs vers la passe des DD. Comment dirais-je? Il a envoyé ses bombardiers et ses torpilleurs vers la passe des DD. Et il leur a fait faire demi-tour sans attaquer. Et ils sont en train de remonter. Et ils vont repartir plutôt vers le Sims.
Peut-être veut-il appuyer et ouvrir la route de ces cuirassés. Il a quand même démoli combien 3 escadres. Euh, et donc il a tout intérêt effectivement. Alors le Sims, non c'est dernier, c'est le guide qui s'est fait sortir finalement. Donc là il spot plutôt au centre, voilà. Là il a renvoyé ses chasseurs vers le chasseur ennemi, il lui indique que bah non, t'as pas intérêt à venir ici. Je t'ai déjà bousillé 3 escadres. Néanmoins, il ne va pas attaquer, tout simplement parce qu'il y a un lion, et qu'il se méfie quand même de l'entière du lion. Par contre, il surveille, on est avec son chasseur, il surveille les bombardiers de l'autre du Kaga. Alors, rappelons que c'est un Kaga qui est en face. Théoriquement, le Kaga, a priori, a plus de chance. Hein. Donc, le boys a sorti le man. Je sais suivre ces chasseurs qui ouvrent la route de sa force de frappe. Ils font fuir, vous voyez qu'ils font fuir les avions ennemis. On va remonter vers le haut. Les avions ennemis, c'est qui est là? C'est un boys. Donc ça justifie la raison pour laquelle Polon ne va pas attaquer le chasseur là. Il ne veut pas que le chasseur ennemi ait le soutien de l'anti-air du boys qui est assez fumé comme tous les anti-air. Là il s'est fait attaquer. Mais il s'est fait attaquer la régulière. Pas de strafe. Donc là, on a les deux comment dirais-je, escadres de chasseurs qui sont en train d'en découdre. Et visiblement, les Ryu est en train de prendre avantage sur le Kaga, au niveau des chasseurs. Kaga, c'est un rang 7, hein, comme les Ryu. Et voilà, terminé, 9 avions de plus. Il en est à 27 avions. Donc, pour l'instant, il n'a pas fait de dégâts en termes de... Alors, on va voir ça tout de suite. Il a envoyé ses torpilleurs sur le Lion. Est-ce qu'il va finir le Lion? Vous voyez, l'anti-air du Lion est quand même assez fumé. Et il perd beaucoup d'avions. Et il rate son torpillage. Par contre, quoique, je crois qu'il y a un DD dans la smoke. Alors, est-ce que par hasard, un miracle... Et voilà, boum, une torpille au but. Et c'est le New Mexico qui fait l'objet de cette attaque. Le bombardier vient pour essayer de finir les bombardiers. Bombe, 2 bombes, incendie. Le Lion l'a éteint et il lui reste 348 points de vie. Il a perdu des avions dans cette affaire, parce qu'ils attaquent quand même un duo Gneisno-Lion. Il y a toute la poussée ennemie qui est là. Gneisno, Lion, Nuremberg, plus ici Podvoisky, Omaha. La base des Verts est en grand danger. Et c'est Polon qui la défend pour l'instant. Et pendant ce temps, parce que je vous montre, il y a presque plus de boulot à le suivre qu'à suivre Polon, qu'à jouer que Dédé. Il a envoyé ses chasseurs ici pour protéger ses 2 alliés, parce qu'il a repéré là-haut, regardez, voilà, il a repéré l'escadre ennemie. Et pendant ce temps, Polon, parce qu'il en fait les choses, hein, Polon est en train de protéger sa base. Il a vu le Podvoisky. Il essaie de fuir en plus. Tristan vient de sortir un navire. Et là, le Podvoisky ne se prend aucune torpille. Étonnant. C'est rare de voir Polon rater un torpillage. Surtout qu'il était important ce torpillage, parce qu'ils sont en train de caper. Le Nuremberg vient de se faire sortir. Et comme vous remarquerez, comme beaucoup de bons joueurs de porte-avions, il alterne il a 2 vagues différentes. Il y a 2 vagues offensives différentes dans le temps. Elles sont comment dirais-je,
elles s'alternent. Donc quand il y en a une qui recharge, il y en a une qui attaque. Et je ne vous ai pas montré les chasseurs qui avaient dégommé un certain nombre de chasseurs ennemis et de la force de frappe ennemie. Là, il loupe encore le Podolski, il n'est pas aidé. Hein. Et là, au deuxième passage, le Podolski passe encore au travers. Et Podolski qui est à la poursuite de Polon, qui est là. Les Ryu qui filent à la vitesse de l'éclair. Fort heureusement, le Podolski est protégé. Les Ryu est protégé par le King George, qui essaye d'intercepter le Podolski. Mais les Rouges sont en train de gagner. Parce qu'ils sont en train de caper. Ils ont plus de navires. Donc, voyons comment Polon va s'en sortir. Il a lancé ses torpilleurs. Je pense qu'il va privilégier de décaper d'abord pour sortir le Gneisenau. Allez, hop, on le suit. Le King George a sorti le Podolski. C'est bien qu'il ne se soit pas acharné à sortir le Podolski. Et une torpille au but sur le Gneisenau. 2 torpilles sur le Gneisenau. Pas de voie d'eau. Mais le deuxième vague de la deuxième couche. Enfin non, c'est la deuxième lame là en l'occurrence. Boum. Et boum. Voilà. Il a enfin coulé le Gneisenau. Et l'Omaha risque de se prendre une torpille perdue, non. Il ne se prendra pas de torpille perdue. Par contre, les chasseurs du Kaga viennent l'enquiquiner. Je pense il va rappeler ses chasseurs, parce qu'il a besoin de ses chasseurs maintenant. Il a quand même détruit 41 avions. Là, vous voyez que... alors, je vais essayer de vous remettre dessus. Voilà les bombardiers qui reviennent. Voilà les 2 alliés de Polon qui ont fait machine arrière pour protéger la base. Et Polon qui s'occupe de décaper pendant ce temps. Les chasseurs du Kaga protègent l'Omaha. Donc Polon, il n'a pas rappelé ses chasseurs. Si, il a rappelé ses chasseurs, mais je sais pas qu'il faut qu'il reload. Et là, il a envoyé ses bombardiers non pas sur l'Omaha pour le décaper. Il laisse ce rôle à Falco et à Tristan. Et il s'en va essayer de finir le Leander. Il vient de prendre cher, là, d'un coup. Au passage, il a détruit 2 chasseurs ennemis. Alors, on va suivre l'attaque sur le Leander. Bombardier, boum, incendie. Et 2 incendies. Mais le Leander l'a arrêté. Et on va voir son passage. Est-ce qu'il tente un torpillage manuel, probablement. Il faut qu'il se dépêche parce qu'il y a les chasseurs du Kaga qui arrivent. Mais il en a détruit tellement qu'il peut se permettre d'en perdre. Et voilà. Leander coulé. Il y a une seule torpille, donc celle-ci de torpille. Ah ouais, attention, il est attaqué. Hein. Il est attaqué par beaucoup de monde. Le Kaga qui enfin s'attaque à lui. Et qui... Voilà les particularités du Kaga. Vous voyez, les torpilles sont en deux lames. Et là, il prend très cher. Le Kaga a réussi à lui mettre 3 torpilles au but. Mais ils rentreront pas à la maison de sitôt. Le Kaga a tenté le coup. 8 avions détruits supplémentaires. Donc pendant ce temps, avec son torpilleur, vous aurez remarqué qu'il n'a pas du tout été chercher le porte-avions ennemi, comme beaucoup de porte-avions font dans les parties. L'Omaha a été détruit. Et là, il reste un Lion qui essaie de regagner sa base et de se cacher. Il risque de prendre cher, le Lion. En tout cas, boum, une torpille au but et une voie d'eau. Puis il a détecté un nouveau navire. Le chasseur qui passe impunément au-dessus du Lion. Et il va chercher le porte-avions maintenant.
va au moins aller le repérer, le permaspot pour ses alliés. Le lion se fait ouvrir avec les bombardiers qui arrivent, voilà. On est à 2 kills et il a... il est devenu roi des eaux, roi des cieux. Roi des cieux, ça veut dire qu'il a détruit... il en est à 58 avions détruits. Hein. Et là, il a mis un incendie sur le lion. Et non, c'est le King George qui lui pique. C'est dommage. Il était à 2 kills, hein. C'est dommage. Et ben allez hop. Tant qu'à faire, peut-être finir le New Mexico à la torpille. Un tir un tout petit peu compliqué parce qu'il est très proche de l'île et qu'il y a très peu de chances qu'il touche. Le Mexico arrive à éviter les torpilles. Il a fait, à mon avis, un tir un peu à l'arrache. Je sais pas si c'est pas en automatique qu'il a dit. Je sais pas s'il a tiré en automatique ou pas. Et pendant ce temps, ben, voilà, le Kaga qui tente d'envoyer un torpilleur et qui se fait ouvrir par les chasseurs de Polon. On voit ça, encore un avion. Il en est à 61, 63 maintenant. Pour Polon, le joueur du Kaga était un bon joueur, mais jouait un peu nonchalamment. On va voir l'attaque sur le New Mexico avec un nouveau torpilleur. Cette fois, il n'a que 2 torpilles. Il risque d'en perdre une dans l'action. Il a réussi à envoyer une seule qui va toucher. Même pas. Oh là là. Étonnant. Mexico qui vient d'éviter deux torpillages très différents. C'est super étonnant. Et là, on revoit l'interception d'un ultime torpilleur. Oui, il trouvait que le gars du Kaga jouait sans trop de conviction. Voilà, il a sorti les 2 avions. Là, on regarde parce que il ne peut pas être partout. Donc il y a un torpilleur qui a réussi à passer. Je pense que le gars veut absolument se faire quand même trop long, histoire de dire que... Et là, on le félicite en disant bien joué. Et c'est vrai que il a bien joué, tout simplement. La bataille ne fait plus l'ombre d'un doute. Et pendant ce temps, voilà, il perd le Kaga perd les chasseurs. Et il se fait straffer. Et voilà, il n'y a plus de... Terminé. On retourne vite, parce qu'il y a les bombardiers de Polon qui arrivent sur le New Mex, qui s'est pris quand même... non, il va finir le bombardier, il va finir le New Mexico. C'est justice qu'on lui en laisse quand même encore un. Voilà. New Mexico détruit. Il ne reste plus qu'à aller chercher le Kaga, qui est tout là-haut. Il était au nord de la base. Donc, Polon va le chercher, au moins le spotter. Il est là. Il revient d'ailleurs vers le centre de la base. Conscient qu'il ne pourra pas résister longtemps à toute cette force. Premier passage, c'est le passage du bombardier. Un incendie. Le Kaga laisse brûler. Non, il vient d'éteindre son incendie. Résultat, Polon envoie ses torpilleurs maintenant. C'est vrai que s'il peut mettre une voie d'eau. Mais la dentière du Kaga avait pas l'air pas mal. Hein. Mais une torpille. Voilà, c'est lui qui le fout là. Bravo. Fin de la bataille. Et on va passer tout de suite aux écrans. C'est une victoire de 1903 points, 146 points d'XP. Roi des cieux donc. 57 000 de dégâts, 4 navires détruits, 8 torpilles au but, 4 voies d'eau,
15 bombes au but, 7 incendies. C'était un des super ratios, hein. C'est quasiment aussi de 50% à chaque fois, quoi. 71 avions détruits. Il finit que second. C'est le King George, qui l'a félicité d'ailleurs, qui est devant, avec une petite centaine de points d'avance. C'est pas mal d'ailleurs, vous voyez que les membres du clan ont été très, comment dirais-je, très concentrés, deuxième, troisième, quatrième. Ils ont fait le job, clairement. En termes de distance, il a parcouru 52 km. Je connais des cuirassés, même des DD qui font moins de kilomètres dans les batailles. Ça prouve qu'il faut bouger quand on est en porte-avions. Il ne faut pas rester prévisible, en tout cas. Il a tanké pour 184 000. C'est pas très intéressant comme valeur, mais enfin, il a tanké quand même. Hein. En bombe, il a mis 13 000. 46 bombes ont été larguées. 15 sont arrivées, ce qui fait un ratio de, allez, 1 pour 3, quoi, qui arrive au but, soit 13 197 de dégâts. 40 000 de dégâts à la torpille, 29 torpilles lancées, 8 sont arrivées. Là, on est sur du ratio de 1 pour 3 aussi. Et 3 900 d'incendie, 144 d'inondation. Bien voilà. Et il n'est toujours pas premium. Et son commandant n'a pris que 2903 points d'XP. Voilà pour cette bataille. Allez, nous sommes partis. Nous sommes sur la carte Havre, Gold Harbor, à bord du Ranger de Polon. Nous enchaînons sans plus tarder, sans transition, avec, il va être en soutien du couple mythique Charnorth et Gneisenau, le Gneisenau de Black Hooks et le Charnorth de Polon. Et pour l'instant, comment dirais-je, Falco qui est sur son Ranger, c'est pas fréquent de voir Falco sur ma chaîne en porte-avions. C'est pas fréquent non plus de le voir sur un porte-avions aussi, à tiers aussi élevé. Mais on va voir qu'il se débrouille plutôt bien. On va voir que c'est un joueur assez polyvalent qui maîtrise assez bien tous les aspects du jeu. C'est assez sympa de voir un joueur maîtriser autant tous les types de jeux. On a tous des types plus ou moins préférés, hein, moi le premier. Un genre de bateau vers lequel on retourne quand ça va moins bien, qu'on a besoin de reprendre un peu de la confiance en soi, ou un peu de confiance en soi. Alors, pour l'instant, j'aimerais bien qu'ils me remettent... pour l'instant, il reste sur la map, comment dirais-je, stratégique. Il a envoyé ses chasseurs, j'ai l'impression qu'il est parti pour y jouer. Il a envoyé ses chasseurs sur C et il a envoyé ses torpilleurs sur B. Un peu le souci, c'est que... voilà, il a vu le gros de la flotte que l'on voit ici, là. Le gros de la flotte aérienne de l'Iryu. C'est un Iryu qui est en face. Hein. Voilà, il revient maintenant sur la carte, on va dire, normale. Et il se contente de permaspoter l'Atsuharu. Peut-être même l'attaquer un petit peu quand même, juste pour lui contester. Le Cap, il a peut-être lancé ses torpilles trop tôt. Du coup, on va tout louper. Alors, on regarde, vous voyez, il a envoyé un strafe. Il a essayé de protéger le Boys, qui va prendre très cher. Bon, il a clairement envoyé ses torpilles trop tôt, parce que les torpilles ne sont pas arrivées sur la Tsuharu. Le Boys, lui, a pris une, voire deux torpilles, malgré l'intervention du chasseur. Une intervention du chasseur où il a fait quand même 11... il a détruit 12 avions dans l'affaire. La Tsuharu s'en est tiré, et s'en est bien tiré. Même s'il a pris très cher à l'arrivée par d'autres navires. Le Boys, lui, c'est assez surprenant de voir un Iryu s'attaquer au Boys quand on sait que le Boys a un anti-air. Enfin, il y a la possibilité d'avoir l'anti-air ou l'anti-air renforcé ou l'hydro. Et à s'attaquer à un Américain comme ça d'emblée en envoyant toute sa flotte aérienne, il a perdu beaucoup d'avions.
Alors, je présume qu'il a dû en perdre 4 ou 5 avec le Boys, l'entière du Boys. Donc pour l'instant, Falco, vous voyez, revient sur la map, est revenu sur la map, comment dirais-je, stratégique. C'est un peu embêtant à commenter. Dans ce cas-là, voilà. C'est beaucoup mieux. On va voir un peu plus clair. Là, on va sur ces chasseurs, ces bombardiers. Le problème, c'est que, voilà, ça. Donc ces bombardiers n'attaquent pas. Oui, c'est un Bismarck, un York. Charnorth, c'est double Charnorth. Il y a quand même de l'entière là. Hein. Donc on comprend que Falco ne veuille pas attaquer tout de suite. Et qui se contente pour l'instant de surveiller. L'Atlanta qui prend de très gros risques en se mettant de flanc comme ça. Potentiellement devant le Bismarck et un double Charnorth. C'est extrêmement curieux comme attitude. Je reviens au bombardier de Falco qui les renvoie vers le centre. Alors que parallèlement, il envoie ses chasseurs, on va les voir, les voilà, en patrouille autour de B, entre B et C. Et il envoie ses torpilleurs attaquer le Charnorth qui est ici. Il y a du monde là d'ailleurs, et ben voilà, Charnorth, in memoriam, premier kill. Il n'a pas le premier sang, hein. Il y a eu un navire en face qui a été coulé, un Gaide chez eux qui a été coulé en premier. Mais c'est le premier kill de son équipe. C'est bien, ça met en confiance. Pendant ce temps, ben, Black Hawks et Polon renforcent la défense avec de l'Atlanta et la défense de C, qui est mise en difficulté par l'Atsuharu, qui décidément a suite dans les idées. Et le Bismarck, lui, préfère faire s'en aller parce qu'il prend incendie sur incendie. Il y a un croiseur là, c'est le York. Le York qui va s'attaquer au Gneisenau. C'est risqué. Alors, et voilà une attaque de toute la flotte ennemie, la flotte aérienne ennemie, qui veut éviter de se frotter aux rangers de Falco. Dans l'instant, Falco a réussi à mettre un incendie sur un Baltimore. Rien que ça. Double bombe. Une seule est arrivée sur le double bombardier. Falco qui essaie de protéger le Cap C. D'ailleurs, ils sont là, tout le reste de la flotte aussi, d'ailleurs, pour empêcher le push ennemi, qui a clairement décidé de prendre la bataille à son compte. Les rouges, à la différence des verts qui s'enfuient et qui s'éparpillent un petit peu. On le voit sur la minimap, hein, on voit que les verts... voilà, l'Atlanta vient de se faire sortir en prime, et le Baltimore a sorti le Gneisenau de Black Hawks. Ça part très très mal, cette affaire. On va suivre la réaction de Falco. C'est bien que, si je mets cette vidéo, c'est qu'il y a eu une réaction de Falco. Falco qui laisse ses torpilleurs en... Comment dirais-je, en patrouille. Est-ce qu'il a déterminé qu'il allait s'attaquer au Baltimore? Probablement, on va suivre son torpilleur. Parce que, ouais, il y a le Charnorth là. Et regarde la passe d'armes entre le Charnorth et le Baltimore. C'est peut-être Polon qui va le sortir hein, avec son Charnorth. Le Baltimore. Non, il n'y arrive pas. Les secondaires n'étaient pas sélectionnés. Du coup... On s'en va sur le torpilleur de Falco, qui n'a pas osé aller torpiller le Baltimore, beaucoup trop près du Charnorth. De toute façon, le Baltimore est sorti. À l'arrivée, ils ont pris cher, les Verts, mais ils ont défendu C vaillamment. Alors, allez, ben, le Kagero maintenant. Le Kagero... Ah oui, là, je crois que Kagero, voilà. Deuxième kill pour Falco, avec une frappe dévaste. Bien joué. Et on lui explique qu'il faut qu'il recule, qu'il avance trop. On va le regarder, sa position. Vous voyez, il y a ici 2 cuirassés. Il y a plus 3 cuirassés. Bismarck et le double Charnorth. Et lui, oui, on lui dit d'aller en arrière. Il n'est pas très loin de sa position initiale, mais il n'y a plus de protection. Et lui, il est obligé de s'attaquer ici pour se défendre, et défendre le Cap, parce qu'il s'est visiblement donné comme objectif de défendre le Cap.
Là, le char Norse qui prend cher. 2 bombes au but, un élément neutralisé. 4 bombes au but. Un élément neutralisé. Et un incendie qui court. Évidemment, il est probablement le dernier à vouloir protéger ce cap, parce que tout le reste de la flotte a visiblement, plus ça pense, plus à se défendre et à s'enfuir. Et on regarde la position, vous voyez, bon, là, on voit les bombardiers qui arrivent pour recharger. La position de ce char Norse qui est complètement à l'arrière, voilà, qui est en position, on ne sait pas ce qu'il fait là. Il est en position, il est une position lointaine, et puis il tire sur le char Norse et le Bismarck qui sont là, mais il a peu de chance de leur faire du dégât de cette distance. Hein. C'est pas un sniper le char Norse. Et pendant ce temps, les Ryu ennemis continuent à vous voyez, les Ryu ennemis, à la différence de Falco, on voit tous ces avions ensemble, avec comment dirais-je, avec les chasseurs, ils sont toujours ensemble. Alors ceci dit, vous voyez, quand ils attaquent, ça fait très mal, parce que là, il envoie tout en même temps. Ça doit être un joueur assez débutant pour attaquer comme il attaque. Parce qu'il n'a pas attendu que le Richelieu ait éteint l'incendie qu'il pouvait potentiellement mettre. Il a attaqué avec tout. Pendant ce temps, on revient sur le Ranger, parce que c'est quand même le Ranger qui nous intéresse. Les torpilleurs redécollent. Falco est à 2 kills. Et il s'enfuit malheureusement. Les torpilleurs, les bombardiers à leur tour décollent. Je présume que Falco va s'acharner sur les 2 chars Norse, même si ça me paraît compliqué pour un seul... il n'a qu'un seul torpilleur. Hein. Il a 2 bombardiers, un torpilleur, un chasseur, si vous n'avez pas remarqué. Et on voit la différence de potentiel en termes de bataille avec la bataille d'avant et les capacités des Ryu, qui ont moins d'avions par escadre et qui ont une possibilité d'attaque beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus importante. Et là, un tir à bout portant sur le char Norse, boum, boum, 5 torpilles au but, une voie d'eau. Là, ça m'étonnerait que le char Norse qui est en train d'essayer de réparer pour compenser, mais ben, ouais, il a pas éteint, il avait éteint l'incendie prématurément, et là, ben, il est en train de perdre toute sa vie. Ça part à une vitesse folle, parce que, ben voilà, quoi, voie d'eau. Hein. Le bombardier arrive, le voilà. Est-ce qu'il va remettre une couche, ou il va laisser filer cette voie d'eau? Là, il est en train de se prendre assez cher hein, en termes... non, il veut achever le travail. Voilà. Et la voie d'eau s'est arrêtée juste à temps. 362 points de vie, c'est énorme. Ah, c'est terrible. Il a failli couler avec le bombardier. Il le laisse à 362 points de vie. Heureusement, il a un autre bombardier qui arrive. Avec un peu de retard. Mais c'est bien d'ailleurs, c'est ce qu'il faut. Et là, kaboum, ou pas kaboum. Kaboum. Voilà. 3e kill. Et là, maintenant, on va attendre. Le Ranger, il a été obligé de s'enfuir, hein, d'aller tout en haut, là. Il n'y a pratiquement plus de défense. Pourtant, l'équipe rouge a complètement s'est effondrée. Ils avaient nettement l'avantage. Et vous voyez, d'un coup, les verts ont récupéré la donne. Le problème, c'est que les verts ont perdu 3 caps et qu'ils ne sont pas en position de recaper. Donc, pendant ce temps, les rouges creusent l'écart. Le temps passe. Un char Norse vient de sortir le Chiratsuyu. Résultat, de nouveau, malgré l'avance en termes de kills qu'ont les verts, ils ont du retard en termes de points à cause de ces 3 caps capturés et qui engrangent des points. Falco apparemment a compris que en se mettant si loin de la bataille, il serait pas assez efficace, les rotations c'est trop longue, donc il a fait demi-tour et il revient vers la position de ses alliés.
Ah, pendant ce temps, il abat des avions. Je pense que c'est le chasseur. On l'a pas suivi, le chasseur. On peut pas tout suivre. Donc là, on va effectivement revenir. Voilà, c'est les bombes, le torpilleur qui arrive. Il en est à 3 kills, hein, c'est pas mal. Il maintient à flot, si on peut dire, il maintient à flot comment dirais-je, son équipe, qui a quand même 200 points de retard. Pendant ce temps, Lord Charnors, qui restait en queue, essaye d'aller caper, pense à aller caper, c'est bien. Il faudrait quand même qu'ils enlèvent quelques points de cap à l'ennemi, parce que là, le temps passe. Il ne reste plus que 5 minutes. Allez, on sort le Bismarck. Ça, ce serait un bon plan. 10 000 points. Bon moment pour sortir un Bismarck qui peut rien faire, là. Mais bien visé. Il a bien attendu le bon moment. Voilà. Et encore... Voilà. Ça y est. Et ça ne suffit pas. Il reste à 100, 160, 140 points d'écart. Donc il faut encore une fois en sortir un autre. Et caper, surtout. Le souci, c'est qu'il n'y a plus de chasseurs. Si, il a des chasseurs. Le souci, c'est qu'il aurait dû aller protéger avec son chasseur, ce Charnorst-là. Le Charnorst, il est mal, là. Pendant ce temps, ces bombardiers vont chercher l'autre Charnorst. Et ça, effectivement, c'est un truc à faire pour engranger des points. Il en est à 4 kills. Et bien, boum, d'incendie. Ce Charnorst-là vient de sortir le champ de martel. Donc il a accentué des points, mais il a un incendie qui court. Et je pense que Falco va le sortir. Ça va faire son Kraken. Voilà. Kraken. Ranger, bravo. Parce que ça, c'est pas facile à faire, un Kraken en porte-avions. Il ne reste plus que le porte-avions ennemi. Le problème, c'est qu'ils ont tellement de retard. Il faut qu'ils coulent le porte-avions ennemi pour s'imposer. Voilà, le porte-avions ennemi. Falco a envoyé tout ce qu'il avait, mais voilà, il va falloir qu'il fasse une rotation. Et il reste 4 minutes. Il met un incendie sur le Hiryu. Ça va être l'Hiryu qui va protéger, qui fait le gardien du temple maintenant, pour les rouges. Protéger la flotte. Le Ranger, on le revoit, vous voyez, qui se rapproche à nouveau de la bataille. Ce qui permet une rotation beaucoup plus rapide. Il a été, il a été félicité par les ennemis. GG Ranger. Très bonne bataille. Bravo. Et il continue à battre des avions, vous voyez. Le souci, c'est que le temps passe. Est-ce qu'il aura le temps de sortir les Ryu sur une seule passe en torpille? J'en doute. 3 minutes. 915 points. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Honnêtement, ça va être compliqué. Et Ryu a bien joué le coup, parce que face à un Ranger, pour moi, il avait assez peu de chance, dans la mesure où le Ranger avec ses chasseurs est peut-être supérieur à l'Iryu. Mais il a joué le coup, il a bien joué son coup, il a évité d'affronter des chasseurs du Ranger. Allez, il faut le sortir, il reste 60 points marqués pour les rouges. Les Ryu qui naviguent comme il peut. Le problème, c'est que le Ranger n'a qu'un seul torpilleur. Et il va pas arriver à mettre de torpille au but sur les Ryu. Ah, c'est terrible, ça. Un coup terrible. C'était peut-être le coup à ne pas louper pour faire gagner son équipe. Pour sauver son équipe. Mais même, non, il reste plus que 30 points. Ça va tellement vite. Il faut casser le cap de B, mais il faut réussir à le caper déjà. 30 points, 20 points maintenant. Ça va être compliqué de battre les rouges. Les rouges vont gagner, voilà, parce que l'Iryu aura été suffisamment mariole pour s'enfuir. Et malgré, ce qui est dommage d'ailleurs pour Falco, malgré comment dirais-je, un Kraken. Là, il y a d'autres bombardiers qui arrivent. On va les voir arriver. Ils sont en train de caper, mais ça ne suffira pas. On a perdu le contact avec l'Iryu.
Voilà, fin de la bataille. Et on enchaîne tout de suite sur les écrans. C'était en cul de défaite, au point parce qu'ils ont atteint 1000 avant. Hein, donc il a frappe dévastatrice et craquette déchaînée en termes d'achievement. 123 000 de dégâts, s'il vous plaît, c'est énorme. 10 torpilles au but pour 3 inondations, 30% d'inondations, c'est bien. 17 bombes sont arrivées, 9 incendies provoqués, c'est du 1 pour 2, c'est énorme, c'est beau ça. 36 avions abattus, ce qui est assez correct, c'est moins qu'on puisse dire. En termes de... Là, il est forcément premier avec plus de 400 points d'avance sur le Char d'Or, que je critiquais parce qu'il était en fond de cours, mais à l'arrivée, il finit avec plus de 1000 points d'XP de base. C'est pas fantastique, le Char d'Or aurait pu beaucoup mieux faire. Il y a quand même aussi la faillite un petit peu de tous les autres navires qui ont un petit peu été pris à la gorge. Déploiement qui était assez moyen malgré tout. En termes de rapport détaillé, 54 000 sur un Char North, 28 000 sur un autre Char North, 11 000 sur un troisième Char North, décidément, 8 000 sur un Bismarck, et 7 009, quasiment 8 000 sur le Kagero. C'est 5 navires, il les a coulés. Il a fait 7 000 sur les Ryu. C'est dommage qu'il ait raté sa passe à la bombe, à la torpille, parce que bon, il n'aurait pas pu le sortir à la torpille. Il ne pouvait pas le sortir avec une seule passe à la torpille. Un Rangers qui a été très actif, puisqu'il a parcouru pratiquement 63 km. Il a tanké que 136 800, mais ça, un porte-avions, on ne lui demande pas de tanker. 97 000 de dégâts avec ses avions. 35 000 aux bombes, 62 000, quasiment 63 000 à la torpille. En termes d'incendie, 10 900 pour 14 790 d'incendie. Voilà pour cette bataille qui a été assez épique, reconnaissons-le, et c'est vraiment dommage qu'un Kraken soit si mal récompensé. Voilà, fin de cette vidéo. On a vu les deux gameplays très différents. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié d'abord les performances des deux pilotes, mais aussi que vous avez apprécié le jeu de porte-avions. C'est peut-être que ça vous donnera envie d'essayer. Rassurez-vous, les premiers porte-avions sont moins compliqués à utiliser. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.